Aujourd'hui, on plonge dans un classique révolutionnaire écrit par l'économiste allemand Ernst Friedrich Schumacher, Small is Beautiful, A Study of Economics If People Mattered. Ce livre a bouleversé notre vision du monde, inspirant même la permaculture et ses fondateurs comme Bill Mollison. Mais alors, pourquoi Schumacher pense-t-il que « plus petit » est en réalité « plus beau » ? Et pourquoi ces idées restent-elles si pertinentes aujourd'hui, dans une époque obsédée par la croissance et le gigantisme ? Schumacher nous parle d'une économie qui place l'humain et la nature au centre. Il introduit des concepts comme l'économie bouddhiste, où le bien-être collectif et l'éthique priment sur la quête insatiable du profit. Et il pose cette question simple mais profonde, pourquoi courir après la richesse matérielle si elle détruit notre qualité de vie et notre planète ? Et ce qui est fascinant, c'est qu'il écrivait cela dans les années 70, bien avant que les crises environnementales et économiques ne dominent les débats. C'est une véritable leçon d'anticipation. Dans cet épisode, on explore les idées visionnaires de Schumacher, comment elles ont inspiré des mouvements comme la permaculture, et ce qu'on peut en tirer pour construire un futur plus durable. Pour bien comprendre l'impact de ce livre, il faut revenir au début des années 70. Ernst Friedrich Schumacher publie « Small is Beautiful » en 1973, à une époque où l'industrialisation et la croissance économique sont perçues comme des solutions universelles. On sort des 30 glorieuses, et le monde occidental est obsédé par l'idée que « plus gros, c'est mieux ». Les grandes entreprises, les infrastructures massives et les chaînes de production symbolisent alors le progrès. Oui, mais Schumacher est déjà en train de tirer la sonnette d'alarme. Il voit que cette quête de gigantisme se fait au détriment de l'humain et de la planète. Il observe aussi les effets pervers, la centralisation des richesses, la dégradation des ressources naturelles et l'aliénation des communautés locales. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il propose des alternatives concrètes, en mettant l'accent sur une économie à échelle humaine. Il dit clairement, si nos systèmes économiques ignorent l'humain et la nature, alors ils échouent à leur mission première. C'est cette vision qui a eu un impact énorme sur des figures comme Bill Mollison, cofondateur de la permaculture. Mollison a repris l'idée de Schumacher selon laquelle les systèmes doivent être adaptés à la taille humaine et à leur environnement. La permaculture, c'est exactement ça, un design local et durable, pensé pour renforcer les communautés et respecter les écosystèmes. Et Mollison le dit lui-même, sans des penseurs comme Schumacher, il n'aurait peut-être jamais conceptualisé la permaculture. Il s'est inspiré de cette approche de sobriété et de simplicité qui refuse l'excès et l'inefficacité des grands systèmes. Oui, et leur vision commune est claire, reconnecter les gens avec leur environnement. Schumacher nous rappelle que nous ne pouvons pas prospérer en détruisant notre planète ou en oubliant les valeurs humaines. Ce contexte donne vraiment tout son sens à « Small is Beautiful ». On va maintenant plonger dans ces idées clés, en commençant par la critique de l'économie moderne et de sa quête obsessionnelle de croissance. Entrons dans le vif du sujet, Schumacher commence par attaquer un pilier central de l'économie moderne, celui de la croissance infinie. Il considère que cette obsession pour « toujours plus » est une erreur fondamentale. Selon lui, les ressources de la planète sont limitées, donc bâtir un système économique sur une croissance sans fin est non seulement irréaliste, mais aussi destructeur. Et il va plus loin en disant que cette logique crée des déséquilibres. D'un côté, on a les grandes puissances économiques qui exploitent à outrance les ressources naturelles et humaines. De l'autre, on a des populations marginalisées, incapables de rivaliser avec ces géants. C'est ce qu'il appelle l'effet de désintégration. Les communautés locales se retrouvent déstabilisées face à ces forces globales. Ce qu'il critique aussi, c'est le manque de sens dans cette course. Schumacher dit clairement que la croissance matérielle n'apporte pas de bonheur. C'est même souvent l'inverse. Plus une société accumule de biens, plus elle s'éloigne de ce qui compte vraiment, comme la solidarité, l'épanouissement personnel ou le respect de la nature. Exact. Pour Schumacher, le problème, c'est qu'on mesure tout avec les mauvais indicateurs. Prenez le PIB, par exemple. Il dénonce le fait qu'on juge la « réussite » d'un pays uniquement par sa production économique, sans tenir compte de l'impact humain ou écologique. Oui, et cette critique du PIB était vraiment avant-gardiste pour l'époque. Aujourd'hui encore, beaucoup de chercheurs et de militants écologistes reprennent ces arguments. Schumacher nous rappelle que le vrai progrès ne peut pas être réduit à une simple addition de chiffres. Ce qui est frappant, c'est à quel point cette vision est proche de certains enseignements spirituels. L'idée que « plus » ne signifie pas « mieux » fait écho à des sagesses anciennes, comme celle du bouddhisme ou des philosophies indigènes. Je crois que c'est là que Schumacher commence à poser les bases de son idée d'une économie plus éthique. Absolument. Il ne rejette pas l'économie en soi, mais il appelle à un changement radical de priorité. Et ça nous amène directement à son concept central,
une économie à échelle humaine, adaptée aux besoins réels des communautés. Une des grandes idées d'Ernst Friedrich Schumacher dans Small is Beautiful, c'est que les systèmes économiques doivent être adaptés à une échelle humaine. Il rejette totalement ce qu'il appelle le gigantisme, cette idée qu'il faut toujours tout agrandir, les entreprises, les infrastructures, les villes. Pour lui, plus c'est grand, plus c'est inefficace et déshumanisant. Et c'est logique. Quand on centralise tout dans de gigantesques structures, on finit par perdre de vue les vrais besoins des gens. Schumacher dit qu'une économie efficace doit être à taille humaine, compréhensible et accessible. Par exemple, une ferme locale sera toujours plus adaptée à sa communauté qu'une méga-industrie agricole qui exploite des milliers d'hectares. C'est un point qui me touche particulièrement. Schumacher ne parle pas seulement d'économie, mais aussi de lien social. Dans une petite structure, les individus se connaissent, ils collaborent, ils prennent soin les uns des autres. Le gigantisme, lui, écrase ces relations et crée un sentiment d'isolement. Et ce n'est pas juste une critique philosophique, il y a aussi une dimension très pragmatique. Des systèmes à taille humaine sont souvent plus résilients. Prenons l'exemple des crises économiques ou climatiques, une communauté locale avec des infrastructures adaptées a beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'une structure gigantesque dépendante de chaînes d'approvisionnement mondiales. Schumacher a aussi cette idée que le gigantisme pousse à des excès, des gaspillages, des inefficacités et surtout une perte de contrôle. Dans un système trop grand, personne ne sait vraiment ce qui se passe et les décisions finissent par être prises bien loin des gens qu'elles impactent. Oui, et ce retour à une échelle humaine, c'est aussi un retour à des valeurs essentielles. On travaille avec ce qu'on a, on respecte les ressources locales, et on se concentre sur ce qui est vraiment nécessaire. C'est comme si Schumacher disait, pourquoi compliquer les choses alors que la simplicité est souvent plus efficace? Et cette simplicité, il l'applique aussi à la technologie, ce qui nous amène à son autre concept clé, celui de la technologie intermédiaire. Une idée brillante qui mérite qu'on s'y arrête. Pour lui, la technologie ne doit pas être un luxe réservé aux pays riches ou aux grandes entreprises. Elle doit être simple, accessible et adaptée aux besoins des communautés locales. Exact. Il critique ce qu'il appelle la technologie de pointe, souvent trop coûteuse, complexe et centralisée. Prenons un exemple, un village dans une région rurale n'a pas besoin d'une usine géante pour transformer ses cultures, mais plutôt d'outils locaux qu'il peut fabriquer, entretenir et utiliser facilement. C'est ça, la technologie intermédiaire. C'est une idée tellement alignée avec les pratiques traditionnelles. Dans beaucoup de cultures indigènes, les outils sont conçus à partir de matériaux locaux, simples à réparer, et ils renforcent l'autonomie des communautés. Schumacher remet simplement cette sagesse au goût du jour en montrant qu'elle est essentielle pour construire un avenir durable. Oui, et c'est aussi une critique subtile du système capitaliste. Schumacher souligne que les grandes industries nous rendent dépendants, on doit acheter leurs machines, payer pour leur maintenance, et souvent suivre leurs règles. La technologie intermédiaire, elle, vise l'émancipation, elle permet aux gens de créer leurs propres solutions, sans dépendre de multinationales ou de technologies complexes. Et cette approche, elle est incroyablement pratique. Prenez les moulins à eau ou les panneaux solaires artisanaux, ce sont des exemples parfaits de technologie intermédiaire. Ces solutions permettent de produire de l'énergie ou de transformer des ressources localement, avec peu de moyens et un impact écologique minimal. Et au-delà de l'aspect technique, cette technologie crée du lien. Elle pousse les communautés à collaborer, à partager leur savoir, et à prendre soin de leurs outils. Ça devient un projet collectif, bien plus enrichissant qu'une simple transaction commerciale. En résumé, pour Schumacher, la technologie doit être un outil au service des gens, pas une force qui les écrase. Cette vision est profondément liée à sa philosophie économique, notamment l'idée de mettre l'éthique au centre de tout. Et justement, ça nous amène à son concept de l'économie bouddhiste. Dans son livre, l'une des idées les plus fascinantes de Schumacher, c'est son concept d'économie bouddhiste. Ça peut sembler surprenant à première vue, mais en réalité, c'est une approche profondément humaine et philosophique de l'économie. Oui, Schumacher s'inspire des enseignements bouddhistes pour repenser notre rapport au travail, à la consommation et même au bonheur. Pour lui, l'économie ne devrait pas chercher à maximiser la richesse matérielle, mais plutôt à favoriser le bien-être et l'épanouissement des individus. C'est tellement important. L'économie bouddhiste repose sur deux idées clés. D'abord, que la simplicité est une vertu. Dans cette vision, moins on dépend de choses matérielles, plus on est libre et heureux. Ensuite, que l'économie doit respecter l'environnement, car nous faisons partie d'un tout interconnecté. Et Schumacher est très clair, le vrai problème de l'économie moderne, c'est qu'elle ignore ses principes.
Elle pousse à consommer toujours plus, à exploiter les ressources jusqu'à épuisement, et à négliger le bien-être des travailleurs. Une économie bouddhiste, en revanche, se concentre sur des questions essentielles. Comment rendre le travail significatif? Comment vivre en harmonie avec la nature? Ce qui est fascinant, c'est que Schumacher ne voit pas ça comme un retour en arrière ou une utopie. Pour lui, c'est un système qui pourrait être mis en œuvre ici et maintenant, notamment dans des communautés locales. L'idée, c'est de construire une économie où l'on valorise le travail manuel, la créativité et la collaboration plutôt que l'accumulation. C'est aussi une invitation à ralentir. Dans notre monde où tout va vite, où on est constamment poussé à produire et consommer, Schumacher propose une vision plus apaisée. Il dit que le bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on vit et dont on se relie aux autres. Et ce respect pour la nature et les autres est au cœur de son message. C'est là qu'il commence à parler de durabilité, de la nécessité de gérer nos ressources avec sagesse. Ça nous amène à un autre point clé, son approche visionnaire de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Ernst Friedrich Schumacher était un visionnaire sur la question de l'environnement. Dans Small is Beautiful, il critique vivement la manière dont les sociétés modernes exploitent les ressources naturelles. Il considère que nous agissons comme si ces ressources étaient infinies, alors qu'elles sont clairement limitées. Et c'est là que Schumacher est incroyablement précurseur. À une époque où peu de gens parlaient de durabilité, il avait déjà compris que l'économie moderne reposait sur une illusion. Celle que la croissance pouvait continuer indéfiniment sans épuiser la planète. C'est vrai, et il utilise une image très forte. Pour lui, consommer des ressources non renouvelables, c'est comme vivre sur son capital au lieu de vivre sur ses intérêts. Il dit que nous devrions utiliser les ressources avec parcimonie, en les renouvelant autant que possible, plutôt que de tout détruire pour satisfaire des besoins immédiats. Oui, et il va encore plus loin en insistant sur le fait que cette exploitation irréfléchie des ressources est aussi une exploitation des populations. Les dégâts écologiques, ce sont souvent les communautés les plus pauvres qui en souffrent en premier, alors qu'elles en bénéficient le moins. Ce qui est frappant, c'est à quel point ces idées résonnent avec nos défis actuels. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, d'économie circulaire ou d'empreinte carbone, mais Schumacher avait déjà posé les bases de ces concepts dans les années 70. Oui, et il avait aussi cette vision spirituelle de la nature. Pour lui, la planète n'est pas une ressource à exploiter, mais un cadeau à respecter. C'est là qu'il rejoint des philosophies anciennes, qui voient l'homme comme un gardien de la terre, et non comme un propriétaire tout-puissant. Ce respect pour la nature et les ressources nous ramène à un autre point clé de Schumacher, l'importance de construire des communautés résilientes et solidaires. Il pensait que c'est à travers ces communautés qu'on peut vraiment changer les choses. Pour lui, la clé d'une économie durable et humaine repose sur des communautés fortes et solidaires. Il insiste sur l'idée que la coopération locale est bien plus efficace et résiliente que les modèles centralisés et impersonnels. Et c'est une idée qui prend tout son sens aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en cas de crise, qu'elle soit économique, environnementale ou sanitaire. Ce sont les communautés qui s'organisent localement, qui trouvent des solutions ensemble, qui s'en sortent le mieux. Schumacher avait compris ça bien avant que ce soit évident pour nous. Il le dit très clairement, une communauté, c'est bien plus qu'un groupe de personnes vivant au même endroit. C'est un espace d'entraide, de partage, et même de co-création. Quand les gens travaillent ensemble pour répondre à leurs besoins essentiels, comme la nourriture, l'énergie ou l'éducation, ils construisent quelque chose de bien plus durable qu'un système imposé de l'extérieur. Ce qui est fascinant, c'est que Schumacher ne parle pas seulement d'autonomie locale, mais aussi d'interdépendance. Il dit que les communautés locales doivent être connectées entre elles, mais pas dans une logique d'exploitation ou de domination. Plutôt dans une logique de complémentarité et de respect mutuel. Exactement. Il critique aussi cette idée moderne qu'être indépendant ou autosuffisant est le sommet de la réussite. Pour lui, une vraie communauté sait reconnaître qu'elle a besoin des autres et elle trouve sa force dans la coopération, pas dans l'isolement. Et ça nous ramène à une idée essentielle, Schumacher ne parle pas juste d'économie, mais de valeurs. Le respect, l'empathie, la gratitude envers les autres et envers la nature, ce sont ces principes qui permettent à une communauté de prospérer sur le long terme. Tout à fait. Et en parlant de long terme, on arrive à notre conclusion. Après tout ce qu'on a exploré, quelles leçons pouvons-nous tirer de Schumacher pour aujourd'hui? Après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, une chose est claire, Ernst Friedrich Schumacher n'était pas seulement un économiste, il était un véritable visionnaire. Dans Small is Beautiful, il nous invite à repenser nos priorités, remettre l'humain et la nature au centre, simplifier nos systèmes, et redécouvrir la force des communautés locales. Ce qui est inspirant, c'est que ces idées ne sont pas qu'une critique de ce qui ne va pas.
elles offrent des solutions concrètes et applicables. Une technologie plus simple et accessible, une économie éthique, et surtout, une philosophie de vie qui nous reconnecte à ce qui est vraiment essentiel. Oui, et ce qui me frappe, c'est à quel point ces réflexions sont toujours d'actualité. Que ce soit la question de la durabilité, du respect des ressources naturelles ou de la recherche du bien-être plutôt que du profit, tout cela résonne profondément avec les défis que nous vivons aujourd'hui. Alors, la vraie question, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, pour appliquer ces idées? Est-ce que c'est commencer à privilégier les producteurs locaux? Simplifier notre façon de consommer? Ou peut-être chercher à renforcer les liens dans nos communautés? Je dirais que ça commence par un changement de mentalité. Arrêter de penser que plus est toujours mieux, et se poser des questions simples, de quoi ai-je vraiment besoin? Comment puis-je vivre de manière plus respectueuse envers la terre et les autres? Et surtout, ne pas attendre que les solutions viennent d'en haut. Schumacher croyait au pouvoir des petits gestes et des initiatives locales. C'est là que tout commence, dans nos quartiers, nos villages, nos cercles proches. C'est vrai. Si on devait résumer « Small is beautiful » en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci: le changement commence petit, mais il peut transformer le monde. Un message qui, je crois, n'a jamais été aussi pertinent. Absolument. Et c'est aussi une belle invitation à ralentir, à réfléchir et à agir avec intention. Schumacher nous rappelle qu'on n'a pas besoin de tout révolutionner en une nuit. Ce sont les petits choix et les petites actions qui, accumulées, font une différence. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et maintenant, on vous laisse avec une question: quel sera votre premier petit pas vers une économie plus belle et plus humaine? Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner. Et pour vous procurer le livre, le lien est dans la description. À très vite.